Mais c'est vrai que je voulais en parler des Pelicans parce qu'on a beaucoup parlé pour l'instant pour dire que le fit n'est pas parfait avec les joueurs en place. Et je le pense encore. Mais mine de rien, on avait eu d'ailleurs une question d'auditeur là-dessus sur le spacing qui n'était pas si atroce que ça. Mais mine de rien, malgré tout ce qu'on peut dire sur les joueurs qui ne fitent pas extrêmement bien entre eux, eh ben on a quand même affaire à une très bonne attaque NBA en fait. Très très bonne attaque NBA et même très bonne équipe tout court. Qui, tu vois, on a aussi beaucoup tapé sur Valanciunas qui, du coup, a des limites défensives, mais mine de rien, on a une attaque qui est top 10 et une défense qui est top 10, et même si on prend depuis janvier, ils sont un peu après le top 10, depuis toute la saison, mais depuis janvier, ils sont top 10 en attaque, et c'est vrai que je voulais un peu prendre le temps de décrire tout ça, parce que c'est pas des pièces qui fit toutes très bien entre elles, Et évidemment, vu qu'on voulait en parler, Ben Taylor l'a fait aussi dans son podcast, mais il y a un peu ce truc à la base de... Il y a la Zion offense d'un côté et la Brandon Ingram offense de l'autre, pour caricaturer, mais surtout, c'est vrai que c'est deux profils qui ne fitent pas extrêmement bien entre eux, parce qu'il y en a un qui est plutôt porteur de balle et qui donc a besoin de spacing, ou alors a besoin de partir de pick and roll en verticalité ou pick and pop, ce n'est pas Zion. Et de l'autre côté, Zion, il a besoin de faux follets, il a besoin de shooter, il a besoin de cutter, ce que n'est pas forcément Brandon Ingram, qui peut faire des catch and shoot, mais c'est pas une menace catch and shoot énorme, et c'est pas non plus du mouvement dans le shoot. Donc voilà, il y a un peu il y a ça de base, ok, il y a Valanciunas aussi qui a un profil un peu imparfait, mais mine de rien, on a quand même pas mal de bonnes choses sur un peu des séquences où justement ils sont les uns séparés des autres. C'est-à-dire que d'un côté, on a Zion et la Zion offense qui, quand malheureusement en début de match, ou parfois il est à côté de Valanciunas, il n'y a pas beaucoup de spacing, il ne peut pas driver, ok, mais il y a quand même pas mal de minutes aussi où, tu l'as décrit, ce que j'avais sur ma fiche, j'avais exactement cette action que tu as décrite, notamment, et c'est donc la fameuse action qu'on a décrite avec James Borrego, le ghost screen qui devient un flair, et il y a plein de petites actions comme ça, qui sont en fait là pour la Zion offense, le point Zion, tu nous en avais parlé déjà, plein de petits écrans, des ghost screens, des pick dans l'inversé avec un shooter qui vient poser l'écran et qui ensuite vient faire un pop, mais plein de petites actions comme ça pour spacing, plus on lance Zion et on se sert de sa menace au drive qui est assez fantastique. Donc il y a cette attaque d'un côté, et puis de l'autre, même avec Ingram, il y a mine de rien pas mal de choses qui sont faites pour compenser le spacing et le manque de spacing avec Valanciunas, et notamment Ingram, tout ce qui est comment est-ce que Ingram fait son attaque, c'est du pick and roll déjà, premièrement, où il est pas mal là-dessus. Il est aussi beaucoup utilisé poste haut et poste bas, on va le détailler peut-être tout à l'heure, mais parce qu'il a une bonne taille et que ça permet de débloquer son passing. Et puis il y a aussi beaucoup de zoom action en fait, c'est ça qui est très très bien dans cette attaque, c'est que donc qu'est-ce qu'on appelle une zoom action, c'est un écran plus un pick and roll. Donc en fait, c'est comme un jeu de main à main, un dribble and off, mais avant ça, il y avait un premier écran. Donc en gros, deux écrans, et dans le deuxième écran, le mec a le ballon et il donne le ballon au mec qui remonte. Et je trouve que c'est une très bonne manière de compenser un peu le manque de spacing de Valanciunas, notamment en l'utilisant sur le fameux dribble and off. On lui donne le ballon à 3 points, et donc il est en tête de raquette où il est à 3 points, et c'est lui qui fait la zoom action pour Ingram. Et ce qui fait que, il a pas de shoot, il a pas de verticalité, mais à partir de ces zoom action, en fait, tu l'éloignes du panier, donc t'éloignes aussi son défenseur, ça crée de l'espace à l'intérieur, et puis ça met de la pression sur la défense qui, en sortie de ces écrans, se pose la question de comment je dois défendre sur Ingram, et du coup, ça laisse aussi parfois le roll, R-O-L-L, au panier pour Valanciunas, justement. En plus, d'ailleurs, dédicace à Tom, qui nous parle beaucoup des no deep 3, c'est-à-dire tu tires mais sans le deep, sans baisser le ballon et pour shooter. Valanciunas c'est le meilleur de NBA sur les no deep dunk. Je sais pas si t'as vu ça, mais il chope la balle très haut et il la descend pas, il reste barre levée. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi cet aspect des zoom action qui est développé pour un peu cacher le manque de spacing de Valanciunas, et ça marche beaucoup parce que le passing de Ingram est donc là-dessus. Et puis un autre truc qu'ils font beaucoup, t'as dû le remarquer aussi, c'est les fameux exit screen en fait. C'est que j'ai l'impression qu'une possession sur 2, ou même 2 sur 3, comment est-ce qu'on compense le manque de spacing, de ne pas avoir toujours des très bons shooters? T'as toujours quelqu'un qui, en fait, t'as 2 joueurs dans le corner, et imagine t'en as 2, et t'as celui un des deux qui pose un écran pour que celui derrière lui soit libre. Ouais. Et il y a plein d'actions comme ça, tu sais, avec Herb Jones ou avec Najee Marshall ou des mecs comme ça qui n'ont pas de spacing, qui sont pas beaucoup espacés sur le terrain, mais juste en fait, t'as toujours ça côté faible, un peu c'est un automatisme, je pense, sur n'importe quelle action, on fait un exit screen, on fait un flare screen dans le corner, et on arrive comme ça à créer du spacing, en fait, non pas par des gens très espacés, mais en fait par des petits trucs et astuces, quoi.
Ouais, mais en fait, ils sont. Ce que tu décris là, c'est ces automatismes un peu. Ils sont beaucoup en mouvement, les joueurs qui n'ont pas le ballon. Parce qu'en fait, les joueurs qui n'ont pas le ballon, ils ont vraiment jamais le ballon. En fait, c'est Brandon Ingram et Zion Williamson qui portent la balle. Parfois, bon, il y a un peu TJ McCollum qui porte un peu la balle. Mais sinon, Herb Jones, Trey Murphy et tout, ils sont très habitués à jouer off-ball. Alvarado, c'est pareil. Najee Marshall aussi. Et en fait, ils savent un petit peu se céder entre eux pour s'offrir des positions. Et on le voit aussi sur des split action où en fait ils le font pour attaquer de la zone pas mal, où ils arrivent à donner le ballon au poste très bas à Zion Williamson. Et en fait de là, ils construisent un petit peu des actions. Parce que du coup, quand Zion Williamson est au poste bas, la défense se contracte énormément. Parce qu'en fait, t'as pas un mec sur terre qui peut tenir Zion Williamson au poste bas. Et du coup, si tu mets un mec à une passe de lui qui est une menace aussi, et bah de l'autre côté du terrain, ils sont souvent deux pour défendre sur 3 mecs. Et du coup, bah, ça rend beaucoup, la chose beaucoup plus compliquée. Et c'est là où Zion, comme Brandon Ingram, montrent aussi que ce sont des passeurs très capables, voire des bons passeurs aussi selon les situations. Et je pense que c'est ça. Et je pense qu'il y a un truc qui est ouf, c'est qu'en plus de ça, des joueurs qui savent très bien tirer et jouer sans ballon, ils en ont 2 qui font presque plus jouer, qui sont Matt Ryan et Jordan Hawkins, qui font pas jouer pour des problèmes défensifs, parce que eux, contrairement à Najee Marshall et Herbert Jones ou Murphy, même Alvarado, ils apportent pas en défense, et même ils deviennent un petit peu une cible. En tout cas, c'est un peu un problème dans le rouage défensif. Et en fait, il faut vraiment comprendre que cette équipe défensivement, c'est un peu de brick et de broc, mais ça fonctionne parce qu'il y a plein de mecs qui savent faire un peu tout et qui concèdent peu de décalage, alors que Jordan Hawkins et Matt Ryan en concèdent beaucoup, malheureusement. Mais eux, c'est aussi 2 joueurs qui, potentiellement, surtout Jordan Hawkins, s'il arrive un petit peu à combler ses problèmes défensifs, peuvent être des vraies menaces, parce que c'est des joueurs qui sont très très bons au catch and shoot, qui ont besoin de peu de ballons et qui sont super efficaces au shoot making, quoi. Du coup, plein de bonnes choses au final à dire sur ces Pelicans. Je suis content qu'on ait pris le temps. Oui, puis on n'a même pas parlé de TJ McCollum aussi, dans les configurations, notamment avec Zion, qui est un très bon partenaire là-dessus. Et qui fait d'ailleurs une plutôt bonne saison, McCollum, après une saison décevante l'an dernier, notamment l'efficacité, etc. Là, je le trouve très bon, et même au niveau du passing, où il n'avait jamais été un grand passeur, je trouve que ça se développe aussi, son playmaking, ce qui est un peu normal avec l'âge que ça vienne petit à petit. Mais ouais, en effet, on a cette belle attaque des Pelicans, mine de rien, tu vois, avec 2-3 pièces un peu qui ne fitent pas parfaitement entre elles, mais du bon coaching, ça aide, quoi. Ça aide, et je trouve que c'est une des équipes les mieux coachées de NBA actuellement. Et bon, voilà, moi je sais que j'embête tout le monde toujours depuis des années avec James Borrego. Mais tu sais, moi, le fameux Lakers-Clippers avant le Covid, tu sais, où tout le monde était regardé, c'était le match de l'année et tout ça. Moi, j'étais en train de regarder un Charlotte-Milwaukee que j'ai encore en tête, qui était un des meilleurs matchs que j'ai jamais vu. Mais Borrego, en termes de tactique, c'est fabuleux, quoi. C'est un des meilleurs esprits offensifs, je trouve, de NBA. Et je pense qu'il fait du bien. D'ailleurs, je crois qu'on avait parlé, non, en début de saison des Pelicans et de l'aspect Borrego. Ouais. Donc effectivement, ça se concrétise, c'est très bien. Et puis, pour l'attaque, on a décrit. Pour la défense, c'est pareil, parce qu'on a dit Valanciunas en pivot, c'est pas top, il y a un plafond, etc. Oui, il y a un plafond, on n'enlève pas ce qu'on a dit, mais mine de rien, là encore, ils sont top 10 défense de NBA. Et donc, comment est-ce qu'ils font ça ? Ça, on l'a déjà un peu plus développé dans le Basket Lab, souvenez-vous, mais c'est qu'ils ont une défense très agressive, en fait. Ils ont une défense très très agressive, et donc, qu'est-ce qu'on demande à faire à Valanciunas ? On lui demande pas de faire du drop, donc sur le pick and roll, de rester bas. Au contraire, on lui demande de monter haut, donc en fait, faire un peu des edges ou de la pression sur le ballon, qui est une couverture agressive, mais qui paradoxalement est là pour le protéger lui. En fait, en mettant un 2 contre 1 sur le ballon, ça fait que l'adversaire lâche la balle et l'attaque va essayer d'attaquer ailleurs. C'est exactement le même principe que Jokic. Jokic, on le protège aussi un peu comme ça, on le fait monter haut, comme ça, 2 contre 1 sur le ballon, et c'est le reste de la défense qui doit tenir. On force l'attaque à aller ailleurs que sur Jokic. Là, pareil, les Pelicans, on force l'attaque à aller ailleurs que sur Valanciunas, parce que 2 contre 1 sur le ballon. Et par contre, on a je crois que c'est l'équipe la plus agressive en termes d'aide depuis le côté faible et en termes de occuper l'espace à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que derrière ce Valanciunas qui monte haut, on a toujours
la rotation depuis le côté faible ou d'ailleurs même depuis le côté fort, mais on a toujours quelqu'un dans la raquette, toujours. Et ça se voit en match. On en avait parlé pour un affrontement contre Dallas où ça avait fait énormément de mal à Dallas, ce côté extrêmement agressif sur pick and roll et derrière le panier qui était verrouillé. Et même ça se voit dans les chiffres en termes de répartition des tirs qu'ils concèdent. Oui, quand ils concèdent des tirs au panier, ils sont pas bons. Mais ça, c'est normal. Quand tu as un pivot qui est pas très bon défensivement, ou alors quand tu dois te reposer sur des ailiers, bon, voilà, c'est pas pareil que quand tu as Rudy Gobert. Ok. Donc, en termes d'efficacité au panier, ils sont pas bons. Mais par contre, en termes de fréquence au panier, ils sont top 10, quoi. Donc en fait, ils autorisent assez peu de tirs au panier. Je crois qu'au niveau des lancers francs, donc plutôt aussi autour du panier, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, 11e aussi cette saison. Et au contraire, ils concèdent énormément de tirs à 3 points parce que c'est dû au schéma, le fait d'avoir ces rotations très agressives très tôt dans la possession pour protéger le panier. Donc ils concèdent beaucoup de 3 points, mais ils concèdent aussi, en tout cas ils ont une plutôt bonne réussite à 3 points pour l'instant, et je parle toujours de hasard, et c'est aléatoire. Je me demande à quel point aussi tous les fameux close-out hyper agressifs ça aide pas, quoi. Ouais, moi je pense qu'il y a, même si je suis d'accord avec toi sur le fait que la réussite à 3 points des adverses est souvent liée au hasard, je pense qu'il y a quand même 2 équipes en NBA cette saison qui arrivent à bien défendre les 3 points, à être dans les limites du possible. C'est les Pelicans et Denver, que je trouve vraiment très, très, très fort là-dessus. Après, il faut avoir le personnel, je pense aussi, pour réaliser de telles choses. Mais le personnel défensif des Pelicans, c'est vraiment bon. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de Dyson Daniels parce qu'il est blessé jusqu'à la fin de saison, mais lui aussi rentre clairement dans ces schémas longs, agressifs, avec des aides depuis les côtés forts et les côtés faibles. Donc ils ont vraiment tu vois, autant le personnel en attaque, mais même défensivement, le personnel n'est pas forcément top parce que ton encre défensive est pas bonne, entre guillemets, enfin en tout cas elle est pas élite là-dedans, mais t'as tout ce qui va autour qui connecte bien, et c'est vraiment une équipe de connecteurs avec un effectif qui permet en fait de faire des choses qui n'est pas forcément optimales de base, quelque chose de fonctionnel, parce que aussi par contre il faut des gens créatifs derrière pour pouvoir le faire fonctionner ensemble. Je pense que tu files cet effectif à un mauvais coaching staff, t'as une équipe genre de fond de play-in, alors que là c'est une équipe qui a gagné 42 matchs pour 27 défaites et qui en plus gagne moins que son niveau de jeu le laisse à penser, parce qu'ils ont un différentiel de plus 5. Donc en fait, ils ont le 6e meilleur net rating de NBA. Ouais, oui, c'est ça. C'est vraiment une très bonne équipe. Et alors, juste pour dire, Dyson Daniels, c'est pas fin de saison. Je crois que c'était une blessure de quelques semaines et donc il devrait être réévalué bientôt, d'après ce que je lis, mais j'ai vérifié. Donc a priori on devrait le revoir, mais comme tu dis, pour la défense, ce qui aide bien, en tout cas là où la défense est bonne, c'est que il y a des schémas agressifs pour être dans la raquette très tôt, mais effectivement ça marche parce que tu as toute cette escouade d'ailiers qui font que les close-out sont plus efficaces en fait. Donc je pense que ça aide aussi en un sens. Il y a eu le fameux contre de Herb Jones sur Paul George, alors qu'il partait il démarrait depuis le parking et le temps que Paul George il arme le tir, il se fait contrer. Mais non, mais des Dyson Daniels, des Herb Jones, et même Trey Murphy qui est très longiligne et très, très vif. Jordan Hawkins aussi pas mal, mais Ingram aussi je donne plutôt pas mal en défense cette année, Najee Marshall, etc. Donc voilà, je trouve qu'on a vraiment une bonne défense, et tu vois, même je pense que la défense est très très bonne sur demi-terrain. Oui. Ils sont top 5 je crois, 5 ou 6. Et pourquoi est-ce qu'ils ont un defensive rating qui est juste top 10? C'est parce qu'ils... La transition. Avec le Valanciunas, voilà, il souffre un peu en transition, ce qui est un peu normal. La vitesse n'est pas son fort en transition. Et puis, dernier point que je voulais rajouter, et après c'est fini, promis. Mais Valanciunas aussi, on tape beaucoup sur lui. En tout cas, nous on l'a fait, et encore une fois, on a énoncé des limites, et je pense que, voilà, exactement, à raison, les limites sont là. Mais par contre, donc pas de spacing, mais il y a cette utilisation sur les dribble and off, il y a la finition au panier. Je pense qu'il y a 2 aspects où il est très bon et où il aide beaucoup. C'est le rebond. Vraiment, le rebond, il est excellentissime pour soit des box-out, soit prendre le rebond lui-même, même s'il n'a pas des chiffres énormes, mais c'est une vraie menace au rebond des 2 côtés du terrain. Et puis le post-up aussi, qui est un peu un post-up qui n'est pas une source d'attaque, mais qui est une source de punition s'il y a le bon match-up en fin de possession. Donc ça, j'aime bien aussi, côté Valanciunas. Donc voilà, plutôt une équipe qui,
moi, de mon côté, je vais pas parler pour toi, mais moi je garde un peu les limites qu'on a déjà énoncées de on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux, notamment autour de Zion qui est la star de ça. On peut faire mieux, mais je voulais quand même qu'on prenne le temps de dire on peut faire mieux, mais mine de rien, ce qu'ils font déjà en l'état, c'est plutôt bien coaché, et ça pourrait aller au deuxième tour en fait. Le passing d'Ingram, j'en ai fait un thread si ça vous dit, un thread un peu détaillé avec des vidéos, etc. Mais je voulais quand même revenir dessus dans le podcast parce que c'est vrai que moi, c'est un truc sur lequel je trouve qu'il a beaucoup progressé. Beaucoup de monde en parle aussi, mais on a vraiment atteint un niveau où c'est un truc sérieux. C'est un truc très sérieux. Il y a toujours un peu le truc de c'est peut-être pas un scoreur aussi fort qu'on souhaiterait, et donc peut-être qu'il met pas autant de poids sur une défense de par la dangerosité de son scoring, mais par contre le développement du passing est très très bon. On avait vu des flashs un peu aux Lakers qui étaient assez prometteurs pour le coup, même déjà à l'époque, mais on était vraiment sur des flashs, on était vraiment sur, en termes de fréquence de bonnes actions et de très bonnes passes, il n'y avait pas tant que ça, alors que là on a en fait peut-être secrètement ou pas, je ne sais pas, mais secrètement un des meilleurs passeurs de NBA en fait, qui s'est développé en tant qu'un des meilleurs passeurs de NBA. Et ce que j'aime bien, c'est la grande polyvalence de son registre de passeurs. Encore une fois, toi et moi, on a enregistré un podcast sur le passing qui devrait sortir bientôt, mais on n'a pas détaillé sur Ingram, donc je peux le faire aussi maintenant. Mais un truc sur lequel moi j'ai été hyper impressionné, et je pense que les gens doivent le savoir, mais c'est un des meilleurs skip passeurs de toute la NBA. Donc la passe vers le corner opposé. Alors la skip passe depuis le pick and roll, mais aussi la passe dans toute la largeur du terrain depuis plein d'autres situations. Et là-dessus, je trouve c'est un des meilleurs. Alors je pense que la taille aide aussi pas mal. Le fait de pouvoir aller chercher envoyer une passe vers le corner opposé, ou même côté fort, côté faible, mais des passes qui traversent tout le terrain. Donc là-dessus, il est très bon et c'est un des meilleurs de NBA. Il lit parfaitement la fameuse aide défensive qui arrive en deuxième rideau. Il la lit très bien et il ressort vers le shooter côté faible. Donc ça, c'est un premier aspect où je pense que c'est même l'aspect principal de son jeu de passeur. Il y a aussi un aspect où il est très bon pour faire des passes sur des cutters, comme on dit, donc des joueurs qui coupent vers le panier. Ce qui me fait penser et qui me permet de rappeler à quel point aussi il a une très belle réactivité et une précision de passe en fait. Tu vois, il y a des actions où j'en ai une en tête là, je crois que c'est Herb Jones ou Trey Murphy qui coupe au panier et il met pas la passe très simplement, il la fait un peu flottante par-dessus et surtout la balle arrive dans les mains de Herb Jones, mais au moment où il a fini sa course, quoi. C'est un peu la passe en profondeur au foot, tu sais, dans la course du joueur plutôt que dans les mains. La vision de jeu, évidemment, qui est un élément très important et qu'il a, je pense notamment de par la taille, mais il a une très belle vision de jeu que voilà, dès que tu fais une petite erreur, il la voit, il peut la punir. Surtout, je parlais de taille, la taille qui aide sur la vision de jeu, mais qui aide aussi sur le volume, le registre de passes qu'il est capable de faire, son éventail de passes. Pour moi, l'éventail de passes est largement possible et très développé parce qu'il a une taille envergure de bras qui est extrêmement impressionnante, très très grand. Et donc notamment tout ce qui est un peu passe dans le trafic, il se fait jamais étouffer en fait dans le trafic. Et je trouve que c'est aussi un aspect important de son répertoire, le fait de pouvoir jamais être enfermé en fait. Sur des prises à deux, tu vois qu'il y a dans le thread que j'ai mis, il y a des actions où genre Denver va le chercher très haut ou ou je sais plus qui va le chercher très haut. Il recule, mais il arrive quand même à passer par-dessus le pivot pour trouver le joueur sous le panier ou des trucs comme ça. Donc l'adaptation dans le trafic est très bonne. Le pick and roll aussi. Bon, ben là on est aussi sur maîtrise un peu de tous les basiques et même un peu plus. Il y a le sur pick and roll, la capacité à lire, comme dit, le côté faible et le tag pour punir. Les fameuses zoom action dont on a parlé, je vais pas redévelopper, mais là-dessus il est très bon aussi, sortir un peu de ce dribble end off. Il est très bon pour faire les bonnes lectures. Et puis aussi, on a pour moi ce qui est le point clé de son jeu, c'est à quel point il va lentement en fait. À quel point c'est aussi le revers de la médaille, parce qu'on aimerait qu'il soit plus explosif dans le scoring. Malheureusement, il ne l'est pas. Mais par contre, là où c'est un énorme plus, c'est le fameux jouer sous contrôle, en fait. Pour moi, c'est un peu la clé. Et avec lui, il va tellement lentement que ça en devient une force, parce que il y a des actions où, tu vois, il fait un drive, où il va prendre un pull-up, et finalement, t'as Jrue Holiday qui vient aider sur lui, qui fait un stunt. Et en fait, ça va tellement lentement qu'il a le temps de lire, de réagir et de changer de décision, en fait. Et donc, Jrue Holiday fait son stunt, mais Ingram s'adapte, il voit ça, et au dernier moment, il fait la passe vers le corner, où t'as plein d'actions comme ça, où juste le fait d'aller très lentement fait que il se donne une demi-seconde, un quart de seconde de plus pour lire le jeu et pour que la défense fasse une erreur peut-être ou s'ouvre à un endroit. Donc voilà un peu pour mon scouting report de Ingram, qui, je sais pas ce que t'en penses toi, mais qui est devenu vraiment un passeur ultra complet. Ouais, clairement, il y a deux choses moi qui me fait, que j'ai envie de souligner, c'est sur les zoom action. En fait, les zoom action, c'est un peu des pin down améliorés,
Et parce que du coup, tu rajoutes un écran, un end-off au lieu d'avoir juste un écran, quoi. Et c'est vrai que il était beaucoup comparé à Kevin Durant parce qu'il était pas mal utilisé sur ce genre d'action. Ouais. Et là, en rajoutant du coup un peu plus de complexité dans l'action avec la zoom action, tu optimises son passing aussi et il progresse sur ses lectures en plus au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment positif. Et sur la capacité à jouer lentement, je me demande à quel point c'est lié à aussi la longueur de ses appuis qui permet en fait de s'effouler, tu veux dire, ses enjambées. Oui, ses enjambées, oui. Ouais. Pas de ses appuis, enfin pas sa pointure. C'est pas son pied qui est long, quoi. Oui, c'est pas son pied qui est long. C'est un clown. mais du coup, oui, tu vois, je pense que c'est la longueur de ses foulées rajoute aussi cette gestion du tempo qui ralentit pour lui et c'est top parce que ça lui permet de disséquer le jeu un peu plus d'une meilleure manière, quoi. Donc tip top. Mais non, l'histoire de ce match-là, moi je voulais aussi parler notamment des Pelicans et de Zion, parce que justement on n'a pas trop parlé de Zion la dernière fois, on a fait un podcast un peu spécial sur les Pelicans, on a développé pas mal de comment est-ce qu'ils développent leur attaque, comment est-ce qu'ils font leur défense, Ingram, le passing, mais on n'a pas parlé tant que ça de Zion, alors ça tombe bien en plus, j'y pense, toi t'as fait un thread sur Zion il y a pas longtemps, tu vas pouvoir nous en parler, mais sur ce match-là, tu vois, ce qui était hyper intéressant, et on a vu à quel point aussi c'était une anomalie physique de puissance, certes, mais de vivacité dans la puissance. C'est-à-dire les petits in and out, les dribbles in and out, les petits crossovers extrêmement rapides avant d'enchaîner sur le côté buffle, en fait. Et c'est vachement intéressant. Et donc on a vu pas mal contre la raquette des Bucks, pas mal de pick and roll en fait entre Zion et Jonathan Valanciunas ou Zion et Larry Nance pour en fait essayer de cibler les deux gros en fait, Giannis et Brook Lopez et ça a assez bien marché, voire même très très bien marché et c'est un peu contre-intuitif aussi en un sens parce que tu sais quand on a un joueur, n'importe quel joueur, on se dit bon mais il faut du spacing, il faut le plus de spacing possible et il va opérer là-dedans. Et même nous, on l'a dit, on l'a répété, et je le pense encore, hein, évidemment. Mais il y a un truc avec Zion qui est que, en fait, même dans les petits espaces, il arrive à se dépatouiller, quoi. Tu vois, et notamment ces fameux pick and roll avec les Valanciunas, c'est un truc qui fait pour cibler. Parce que, tu vois, dans les petits espaces, il y a moins d'espace, évidemment, donc tu peux te dire c'est plus facile, mais sur des petits changements de vitesse ou de direction, ou des trucs tranchants, t'as pas le temps de réagir ou t'as des petits angles à gérer et quand t'es Brook Lopez et que t'es un peu grand et lent et que tu dois t'entendre avec Giannis qui fait quoi sur l'action, bah certes tu te dis j'ai moins d'espace dans le dos, ça a l'air moins grave, mais en fait non, parce que la coordination là-dessus peut être parfois un peu compliquée et c'est vrai que c'est contre-intuitif parce que on aura envie de dire écartez-vous tous et laissez Zion opérer depuis la ligne à 3 points et faire son drive, et je pense que ça peut marcher évidemment, mais il y a aussi pas mal de Zion où et tu vois, c'est ce qu'on appelle un peu des tight pick and roll, donc tight dans le sens étroit, hein, T-I-G-H-T, comme certains l'appellent, c'est-à-dire le pick and roll, mais qui va être finalement assez rentré dans le terrain, en fait. Ouais, très proche du panier, ils font souvent ça. Très proche du panier, ouais, exactement. Et ces fameux tight pick and roll, notamment, c'est Half Court Oops sur YouTube qui en parle régulièrement. C'est un truc que Mike D'Antoni aime beaucoup faire. À l'époque, il le faisait beaucoup aux Rockets avant l'arrivée de Chris Paul, mais aussi après l'arrivée de Chris Paul, où justement, en fait, quel est l'intérêt de ces pick and roll beaucoup plus proches du panier? Tu te dis, non, c'est pas bien parce qu'il y a moins d'espace pour opérer, certes, mais il y a aussi, tu es plus proche du panier, donc tu peux aller au panier ou tu peux y aller plus vite. Et donc l'aide qui doit venir depuis le côté faible, elle a moins de temps pour venir. Et donc Chris Paul s'amusait beaucoup sur ces fameux tight pick and roll, les pick and roll étroits, les pick and roll, comme on pourrait dire, proches du panier, un peu dans la mi-distance, voire même carrément au niveau de la raquette, hein, quasiment. Hein. Donc ces pick and roll proches du panier. Et Zion est beaucoup utilisé comme ça. Il est assez incroyable là-dedans, et en fait, et c'est aussi, je trouve, souvent dans des contextes de presque empty side tight pick and roll. C'est-à-dire que en fait on le laisse sur on va dire un quart de terrain, mais très proche du panier, avant qu'il commence son dribble. Et comme ça, l'aide ne vient pas parce qu'il n'a pas commencé son dribble. Donc si l'aide pré-rotationne, Zion va voir la passe. Et après, on joue ce pick and roll très très proche. Et là, Zion est assez fabuleux parce que, comme tu l'as dit, avec ses in and out, etc., il a une qualité de... ce que aussi j'ai beaucoup vu du coup quand j'ai regardé, quand j'ai préparé mon thread, de rejeter l'écran
et de changer de direction à ce moment-là, qui fait que c'est encore plus imprévisible, justement, pour les défenseurs. Et donc ça fait que tu peux pas forcément aider, t'es obligé de jouer ton 2 contre 2 défensivement, parce que sinon il va voir la passe. Et en plus, il a une dose d'imprévisibilité sur ce genre de play qui est assez fabuleuse en fait. Donc ouais, j'ai été assez surpris. En fait, c'est vraiment, comme tu dis, c'est ultra contre-intuitif comme action. C'est presque anachronique de jouer un pick and roll et de le démarrer aussi proche du panier. Bah, c'est ça, ouais. Tu dis dans la NBA d'aujourd'hui, il faut de l'espace, et c'est vrai, je pense, en un sens, mais là, tu joues plus sur le côté, en fait, il va y aller, et il va agir rapidement, et tu n'auras pas le temps d'apporter une aide, en fait. Il y a aussi cet aspect-là. C'est ça. Et en plus, avec... alors, je crois qu'à l'époque, maintenant ça me revient en direct, mais je crois qu'à l'époque des Rockets, j'appelais ça un post-up pick and roll, pour vous dire à peu près la zone du terrain où ça se situe. Hein. Vous voyez un joueur en post-up, et il y a un pick and roll qui vient là, quoi. Il y a un écran qui vient là, limite sur le post-up, donc on est vraiment très proche du panier. Et après... il y a un côté qui tout double, Il y a un côté qui tout double avec lui parce que il n'y a pas beaucoup d'espace, donc parfois c'est juste, ça peut marcher, parfois ça marche pas et t'as pas tant de temps toi-même en tant qu'attaquant pour réagir, pour faire la passe, voilà. Donc il y a un côté qui tout double, mais le profil de Zion est aussi à ce point adapté à ça. C'est-à-dire que lui c'est, je pose un dribble ou deux. Et puis power move, je rentre dans le lard et je dégage du chemin et j'ai mon layup. Ou alors lui, il a une vraie spécialité, c'est la double prise d'appui, Zion. Et c'est un truc qui me frustrait un peu moi quand je l'avais scouté en NCAA, parce qu'il y a des fois tu te dis mais non, mais fais plutôt un double pas, le pied gauche, le pied droit, tu contournes le défenseur et t'as un layup de qualité, quoi. Et lui, il le faisait pas, il aime beaucoup en fait la double prise d'appui. Et bon, parfois ça marche pas, mais parfois ça marche parce qu'en fait il a une telle explosivité et une vitesse dans la puissance, c'est les deux qui sont alliés. Et en fait, quand il prend cette double prise d'appui, il est extrêmement stable en l'air en fait. Et c'est ça la force, c'est que tu vois, il fait il y a le dribble hyper rapide aussi, et juste le petit dribble d'élimination à la base de l'action, il fait un crossover ou alors un in and out. En 2 pas, il est lancé. Et puis avec cette double prise d'appui et sa carcasse et son énorme corpulence, il arrive très très vite à un état de stable en l'air en fait. Et même si tu vois, il se prend Brook Lopez sur la tête, il est quand même stable en fait parce qu'il est tellement épais qu'il absorbe et puis il arrive à rester en l'air et puis il touchait de balle aussi à la fin. Donc il y a ce côté-là, et même quand il a pas les layups, il a les lancers francs parce que c'est la boule de bowling qui fonce dans le tas et qui arrive à obtenir des trucs. Mais ouais, c'est vachement intéressant parce que c'est aussi, je trouve, un aspect qui mérite d'être souligné dans le sens où je trouve qu'il n'a pas encore un dribble fonctionnel, si, mais il n'a pas un dribble de porteur de balle. Zion, il n'a pas un dribble de je peux jouer tranquillement le pick and roll avec une maîtrise absolue du ballon très loin du panier, à 3 points, je prends un écran, un pick and roll, puis un autre, etc. Je navigue, je change 3 fois de direction. C'est pas trop ça, Zion. Et je pense que c'est aussi pour ça que on a ces actions plus proches du panier, c'est que son style, c'est plus un dribbleur qui... Tu sais, moi je le dis parfois, il y a des dribbleurs qui ont une vraie maîtrise du ballon et du dribble tout le temps, et puis il y a des dribbleurs qui sont juste des dribbleurs de move d'élimination. Et je pense que Zion c'est ça. Zion c'est pas une adaptabilité à tout instant qui peut dribbler pendant 15 secondes et aller partout et changer de direction, mais par contre il a le premier dribble d'élimination et qui parfois même n'arrive pas à éliminer complètement, mais juste il arrive à choper le petit angle sur le défenseur et ensuite quand il a un angle il fonce dedans et avec sa carcasse ça fait le reste, quoi. Ouais. Donc c'est aussi là-dessus où c'est pick and roll proche du panier, c'est tight pick and roll, c'est post-up pick and roll. C'est bien parce que ça joue aussi sur son profil de je suis pas non plus un driver qui peut partir de très loin et qui est très à l'aise pour naviguer à foison, mais juste le petit dribble d'élimination au départ et puis le reste et puis la carcasse fait le reste, quoi. Ouais. Oui, il y a en fait il y a un côté où en y réfléchissant, il serait pas incapable, mais beaucoup moins rentable à jouer ces mêmes séquences, mais avec des séquences où il doit faire 3-4 dribbles pour arriver au panier et où il doit naviguer et battre un peu avec les aides, etc. Et ouais, c'est archi intéressant de la manière dont c'est pensé et optimisé pour Zion. Et c'est aussi marrant parce que du coup, j'en parle, mais j'avais hésité parce que pour moi, c'est un peu le même set, mais que les Pélicans font. Mais en fait, de base, ils font aussi souvent un post-up sur empty, sur vraiment, du coup... empty side complet avant que Valanciunas vienne, et c'est là il y a un premier on va dire il scanne le terrain une première fois pour voir s'il y a une aide qui vient, et là-dessus il va être bon
c'est-à-dire encore une fois que son dribble n'est pas lancé, avant de lancer son post-up, parce que son post-up, s'il n'y a pas d'aide, il peut y aller, ou alors jouer ce pick and roll avec Valanciunas, mais c'est un peu la même mécanique, j'ai envie de dire. Et c'est en gros l'optimiser pour qu'il puisse faire la passe avant de lancer son dribble, parce qu'il n'a pas forcément cette qualité de dribble et de réactivité avec son dribble qui lui permet d'être, on va dire, dans la case supérieure des passeurs. Et je pense pas que, tu vois, si tu le fais faire un pick and roll à la James Harden, à la Stephen Curry, à la Luka Doncic, à 20 mètres du panier ou à 3 points, pardon, j'ai pas les mesures exactes, mais tu lui fais faire un pick and roll classique, il a pas non plus déjà le dribble, mais je pense pas qu'il ait non plus la taille ou le passing pour faire face, ou même les qualités de dribble, vraiment de vrais porteurs de balle, pour faire face à des edges, pour faire face à des trappes, pour passer par-dessus, pour faire la lecture en tant que porteur de balle. C'est pas vraiment ça en fait. Zion, c'est plutôt l'intérieur, c'est Shaq qui a un dribble, mais qui est pas non plus. C'est pas parce qu'il a un dribble qu'il a le cerveau d'un pick and roll, d'un passeur de pick and roll, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais s'il doit gérer des vrais pick and roll loin du panier avec telle lecture, passer par-dessus non plus, c'est pas évident parce qu'il est pas si grand que ça et pas très long. Et c'est juste, en fait, un ultra finisher, en fait. C'est juste Shaquille O'Neal plus un dribble, 2 dribbles. Voilà, il a 2 dribbles, grosso modo. Et tu vois, je parle des post-up des pick and roll, mais il y a un peu pareil avec des tight pick and roll, mais il a aussi pas mal de tight isolation, c'est-à-dire l'ISO qui démarre pas à 3 points, mais on le fait démarrer en tête de raquette, en fait. Les fameux, un peu les isolations à la Joel Embiid, tu sais, les top of the key, isolation top of the key en tête de raquette. Lui, c'est pareil, il a utilisé 4-5 fois ce genre d'isolation face à Giannis aussi, notamment. Et là encore, c'est un gros qui peut dribbler, mais on n'est pas sur un vrai porteur de balle, et c'est pour ça que cette configuration lui plaît beaucoup et lui convient beaucoup mieux, plutôt que de démarrer très loin son isolation et de gérer un peu, naviguer partout. Lui non, c'est juste en tête de raquette, j'ai Giannis devant moi, je fais un jab step ou alors je fais un crossover, j'attaque, 2 dribbles, double prise d'appui, je m'élève en l'air, j'ai la stabilité, même si je pars sur le côté, je suis assez stable, et même si je rentre dans quelqu'un, je suis assez stable. Et layup. Voilà, c'est un peu ça. C'est aussi, je trouve, une configuration, une manière d'utiliser Zion qui est optimale, parce que, comme dit, c'est pas un vrai porteur de balle, donc t'essaies de le rapprocher du panier pour qu'il ait ses schémas, en fait, ses schémas de j'attaque, 2 dribbles, prise d'appui et panier, quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.